Bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver sur Public Sénat depuis le 58e salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Toute la semaine, Public Sénat délocalise ses émissions dans ce rendez-vous phare du monde agricole, mais aussi du monde politique. Pendant 1h30, nous allons également être accompagnés de notre journaliste Quentin Calmet dans les allées du salon. Bonjour Quentin. Bonjour Tam, comment allez-vous? Eh bien ça va très bien, et vous? Ça va parfaitement. Ça va, ça va. Vous allez d'ailleurs nous faire découvrir différents stands du salon, nous faire rencontrer les agriculteurs, nous faire vivre aussi les visites des hommes et femmes politiques au parc des expositions. Parce qu'en effet, le salon de l'agriculture, c'est un rendez-vous incontournable des politiques, surtout en année électorale. Et je me suis d'ailleurs tout à l'heure entretenue avec le secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud. Regardez. Bonjour Joël Giraud. Bonjour. Le quinquennat a été marqué par la crise des Gilets jaunes qui a illustré la coupure du pouvoir avec la ruralité, la France périurbaine. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui c'est réparé ? Je dirais qu'on a tout fait pour réparer. Réparer d'ailleurs ce qui était réel et ce qui était ressenti, ce qui n'est pas toujours la même chose. Vous voyez la différence ? Je vois la différence. Quelquefois, on a tendance à regarder son nombril sans regarder vraiment le monde qui vous entoure. Mais il y avait de réels problèmes et on les a pris à bras-le-corps. C'était les 181 mesures de l'agenda rural, comme vous savez. Alors, je vais éviter de vous les détailler de nous donner toutes les mesures. Absolument. Ouais. Mais ces 181 mesures qui sont de nature différente ont prévu justement de réparer certaines fractures. Des fractures comme par exemple la présence des services publics en milieu rural qui était un véritable sujet et pour lequel nous avons mis en place le réseau France Service, comme vous savez, avec aujourd'hui près de 2055, près de 2100 maisons France Service qui maillent le territoire, ce qui est vraiment une promesse républicaine parce que avoir tous les services, mais pas seulement les services qui ont été supprimés, quelquefois des services que l'on n'avait jamais dans le monde rural. Par exemple, vous direz que ça a progressé à la suite de cette crise, le niveau de service public dans la ruralité? Ça a progressé de manière spectaculaire. Comment progresser avec un changement de paradigme? Vous savez, les problématiques du New Deal et de la couverture téléphonique. Quand on passe de 73% à 85% de gens qui ont la 4G sur un pylône, eh bien, ça veut dire quand même qu'on a considérablement augmenté, je dirais, la possibilité pour les gens de s'installer en milieu rural, parce que c'est bien ça le sujet. Et puis, on a traité aussi d'autres sujets. Moi, j'ai vu sur des sujets qui n'étaient pas dans l'agenda rural, j'en ai été un peu étonné, comme l'égalité homme-femme, comme les droits LGBT en milieu rural. Oui. J'ai rajouté, j'allais dire, des éléments à l'agenda rural, avec Elisabeth Moreno à l'espèce, pour que la ruralité soit, au-delà de l'agenda rural, un lieu à vivre et à vivre en bonne intelligence. Alors, Joël Giraud, il reste encore de grandes inégalités entre le monde rural et le monde urbain, notamment la question des déserts médicaux. Est-ce qu'il faut obliger les internes à rester entre 6 mois et 1 an en zone sous-dotée? La mesure figure à l'agenda rural, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas toujours appliqué. Ça n'est pas obligatoire, mais il y a quand même quelques progrès qui ont été faits. Il y a quelque chose qui est très important. On vivait sous un régime de numerus clausus, c'est-à-dire qu'on limitait le nombre d'étudiants en médecine. Ce numerus clausus a disparu. Donc on forme 2000 étudiants de plus par an. On sait que ça, c'est plutôt du moyen, du long terme. C'est du moyen terme, pour être clair, complètement opérationnel à 9 ans, préopérationnel à 5 ans. Pour autant, qu'a-t-on fait pendant ce temps-là? On a regroupé les moyens au travers de maisons de santé pluridisciplinaires. J'en ai encore inauguré pratiquement toutes les semaines où je pose les premières pierres. Et là, ce sont 1000 maisons pluridisciplinaires de santé de plus qui ont été, pendant ce quinquennat, mises en œuvre. Avec des possibilités qui sont, je dirais, extrêmement importantes. Si vous êtes en zone sous-dense, nous avons augmenté le nombre d'heures, justement, de stages qu'il y a dans ces zones sous-denses, avec des obligations de 6 mois de stage minimum. Et même pour ceux qui veulent rester, j'allais dire, sur des zones comme les autres, c'est-à-dire faire leur internat de dernière année dans des zones qui sont des zones rurales, eh bien, il y a une prime pour les médecins référents qui sont les médecins formateurs. Vous êtes toujours aussi opposé à toute mesure coercitive. On le sait, c'est souvent annoncé quand on est dans l'opposition. Et puis quand on arrive au gouvernement, ce n'est jamais possible de mettre en place ce type de mesure. J'ai peur que ça soit aussi une fausse bonne mesure. Parce que j'avais bien réfléchi à ça. Bon, comme tous les gens issus des milieux ruraux, bien évidemment, je me suis posé la question. En plus, je suis fonctionnaire, donc j'ai dû 8 ans de ma vie à l'État, donc je sais comment ça peut marcher dans certains corps. Pour autant, être médecin, mais médecin, je dirais, contre son gré sur un territoire, je crois que c'est le meilleur moyen pour faire ces 3 ans, 4 ans, 5 ans obligatoires,
et après de se barrer. Et ça, je crois plus à l'adhésion et avec des méthodes qui sont les nôtres et avec aussi ce que l'on a fait. Regardez sur la télémédecine. La télémédecine, elle n'était pas remboursée. Et il fallait également avoir pendant 6 mois un médecin référent pour passer à la télémédecine, ce qui est dans un désert médical pose quand même un léger problème. Le serpent se mord la queue. Eh bien, on a mis un terme à toutes ces mesures-là. Et aujourd'hui, je pense que les déserts médicaux doivent être traités, bien évidemment, mais sont en voie de résorption sur beaucoup de territoires. Et là où les collectivités locales veulent embaucher des médecins salariés, avec la loi 3DS de Jacqueline Gouraud, on a mis en place cette possibilité, ce qui fait par exemple que le dispensaire départemental de Saône-et-Loire, pour citer un département qui est un département extrêmement rural et très touché par la déprise démographique, eh bien, ce département va pouvoir avoir ses médecins salariés sur le territoire. Je crois que c'est la bonne réponse. La coercition viendra après. Allez, autre sujet qui a été à l'origine de la crise des Gilets jaunes, l'augmentation des prix du carburant, bien sûr. Alors, il y a eu pas mal de mesures prises par le gouvernement. Le chèque inflation, le chèque énergie, le relèvement du barème kilométrique. Faut-il des mesures supplémentaires pour aider le monde rural, particulièrement marqué, bien sûr, par ce problème des prix du carburant qui ont atteint des prix inégalés? À ce stade, c'est vrai qu'il y avait des trous dans la raquette, je vais être franc et clair, mais ces trous ont été comblés lundi, notamment lorsque les retraités ont été éligibles au fameux chèque carburant, j'allais dire. Bon, évidemment, si les choses évoluent encore défavorablement. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau d'une crise mondiale qui est une crise liée à une guerre. Car bien sûr, la guerre en Ukraine joue énormément sur l'augmentation des prix du carburant, comme du reste certainement. Comme du reste, et impacte tout le monde. Mais nous allons bien voir ce qui va se passer, je dirais, à ce niveau-là. Pour autant, à l'heure actuelle, je crois que la réponse a quand même été intéressante, puisqu'il y a 37 millions de Français qui sont concernés par ce fameux chèque carburant. Si l'augmentation prend des proportions qui sont des proportions, j'allais dire, insupportables, bien évidemment, il faudra réfléchir à de nouvelles mesures pour soulager le portefeuille des Français. Il faudra aussi réfléchir, permettez-moi de vous le dire, à ce qui est quand même la transition écologique, parce que même dans le monde rural, et j'y habite, donc je fais partie des gens qui sont en transit sur territoire à Paris et qui l'ont toujours été. Je sais ce que c'est que d'avoir un 4x4 diesel, parce que j'habite en montagne, et voilà, c'est la bonne solution. Eh bien, je crois que là aussi, petit à petit, quand on voit la couverture par des moyens hybrides, notamment de l'ensemble des zones, notamment des zones alpines où j'habite, je crois qu'un autre avenir est possible et les contrats qui sont les contrats de relance et de transition écologique peuvent amener justement à des réflexions bien différentes pour le carburant. C'est évident, avec la mobilité des territoires, et notamment les territoires, vous savez, qui ont répondu favorablement à la loi d'orientation des mobilités, c'est-à-dire qui ont fait, sur l'intercommunalité, des plans de déplacement. Bon, c'est des solutions sur mesure qui, je crois, peuvent permettre d'économiser beaucoup d'argent quand on est en milieu rural, des garages solidaires qui existent. Tout cela existe à l'heure actuelle, et je crois qu'il faudra le développer encore plus dans les années qui viennent dans le monde rural. Vous avez parlé de la guerre en Ukraine, qui va avoir des conséquences très importantes en France, notamment sur les prix. Ça va aussi avoir des conséquences certainement sur le débat de la campagne présidentielle. Risque-t-il d'être confisqué par la gravité de cette situation internationale? Et faut-il craindre que les rancœurs s'expriment ensuite et qu'on n'ait pas la possibilité, lors de ce débat de campagne, d'aborder tous les sujets nécessaires? Écoutez, le débat va exister. Il va exister de manière, j'allais dire, normale sur le territoire national, parce que tout le monde est préoccupé par cette crise, bien évidemment, mais je vois surtout des personnes âgées qui vivent un peu un remake de ce qui s'est passé dans un certain nombre de conflits mondiaux qu'ils ont connus. Mais pour autant, je crois que le débat démocratique, il est quand même lancé. Et bien, même si, évidemment... Vous entendez des oppositions qui craignent qu'il soit confisqué, que l'élection soit enjambée par le président de la République? J'allais dire, est-ce que ce ne serait pas aussi que les oppositions ont des problèmes pour avoir des propositions? Parce que sans ça, s'ils ont des propositions qui sont audibles, je pense qu'on les entendra au-delà de la crise en Ukraine. Donc je crois que le débat démocratique existera, il ne sera pas confisqué parce qu'on est dans un État démocratique, un État de droit. On a cette chance incroyable et j'allais dire en France encore plus qu'ailleurs, parce que je connais d'autres pays européens, je ne suis pas originaire que de ce pays qu'est la France, et je vous prie de croire que le débat démocratique en France ne sera pas confisqué. Un mot pour sourire, Joël Giraud, autour d'une querelle de clochers. Il y a une habitante d'Augeur, un village de 73 habitants dans la Haute-Marne. Elle réclame de mettre en sourdine les cloches de l'église. Des cloches électrifiées, je le précise. Alors, est-ce que les cloches électrifiées, ça fait partie du patrimoine sensoriel de nos campagnes, ce patrimoine sensoriel qui a fait l'objet d'un texte qui est aujourd'hui protégé? Qui a fait l'objet d'un texte, je le rappelle, sur les sons et les odeurs de la campagne. Le texte
de mon collègue Pierre Morel-Huissier, pour lequel j'avais donné au Sénat, lorsqu'il est passé au Sénat, un avis favorable du gouvernement, parce que je voulais non pas trouver forcément la solution juridique miraculeuse, parce que d'abord ça n'existe pas les solutions miraculeuses, mais au-delà, il fallait lancer, j'allais dire, un petit message aux néo-ruraux qui arrivent dans la campagne et qui se disent mais pourquoi il y a du fumier, ça sent mauvais, enfin pourquoi il y a, vous savez, l'affaire du coq Maurice. L'affaire du coq Maurice, bien sûr. Qui a fini à la le casserole. Coq de l'île d'Oléron qui est décédé depuis. Mais... il s'agit de mettre en place, j'allais dire, au travers des services régionaux de l'inventaire, la liste justement de ce qui relève du patrimoine sensoriel de ces campagnes. Alors les cloches de l'église électrifiées, est-ce que ça fait partie du patrimoine? Et là, on est sur quelque chose de très particulier. Moi, sur lequel, bon, en plus, c'est une action en justice, donc vous comprendrez que je ne me prononce pas sur l'action en justice. Mais on est sur quelque chose qui, à mon avis, ne relève pas de la logique des sons et des odeurs. Lorsqu'on électrifie des cloches, que ces cloches ont des niveaux sonores différents, plus importants et plus fréquents, je ne crois pas qu'on soit tout à fait dans la logique qui était la logique de la loi. D'accord. Allez, les cloches électrifiées, c'en est pas. Une dernière question sur le bien-être animal, car nous allons consacrer toute une partie de cette émission à ce sujet. C'est un sujet qui va peser sur l'élection présidentielle, hein, on le voit, c'est un sujet important, ça a été montré par un sondage commandé par la Fondation Brigitte Bardot. Il y a eu une loi lors de ce quinquennat sur le bien-être animal, mais elle a évité beaucoup de sujets tels que la chasse, la corrida ou encore l'élevage intensif. Est-ce qu'il faut que ce soit au programme d'un prochain quinquennat? Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même beaucoup qui a été fait, vous l'avez rappelé, au niveau législatif, et il y a aussi beaucoup qui a été fait au niveau financier. Je rappellerai quand même que dans le plan de relance, la modernisation des abattoirs a vraiment été boostée, et cette modernisation a été boostée justement pour qu'il n'y ait plus de pratiques qui étaient des pratiques qui avaient été dénoncées. On se rappelle en 2016, on avait vu des vidéos absolument terribles. Qui étaient vraiment abominables. Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont, en tant que député, favorisé un abattoir, j'allais dire, génération de proximité, avec une SCOP locale, où les éleveurs sont aussi les tueurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui élevaient leurs propres animaux. Donc quelque chose qui est différent de ce qu'on voit à l'heure actuelle et qui a très bien fonctionné parce que en fait on a un regard sur l'animal qui est complètement différent. Quand on l'a élevé, bien sûr. Voilà. Donc moi je pense très honnêtement que le plan abattoir a concerné vraiment des secteurs qui étaient des secteurs où quelquefois il y avait des dérapages qui étaient clairs. Bon, aujourd'hui, il faut bien se nourrir, sauf à tous devenir véganes. Et je pense que cette question dans la campagne, certes, elle est importante, mais elle est réglée sur ce plan-là. Il ne faut pas aller plus loin ? Et à titre personnel, bon, je suis un rural. Quand j'écoute des phrases sur la chasse, par exemple, pour être très clair, puisque je sens venir votre interrogation, quand on m'explique qu'il ne faut pas chasser le week-end, je rappellerai simplement que dans la ruralité, les gens sont comme... Ils travaillent. Tout le monde n'est pas un bobo parisien. Les randonneurs, les gens travaillent. Les randonneurs travaillent aussi. Donc les randonneurs travaillent aussi. C'est aussi le week-end qu'ils peuvent se promener. Vous faites bien sûr allusion au terrible accident qu'il y a eu dans le Cantal. Il y a eu ce terrible accident qui a mis, j'allais dire, qui a été mis sous les feux de la rampe, et qui est une horreur parce que il y a 2 vies détruites. La vie de la personne qui malheureusement est décédée, mais la vie de la jeune randonneuse de 25 ans qui a été tuée accidentellement par une chasseuse de 17 ans. De 17 ans. Donc je crois très honnêtement que la pédagogie doit exister, que la formation doit exister de manière plus sérieuse aussi dans certaines fédérations, je le dis franchement, mais pour autant, ne commençons pas par interdire quelque chose qui a été un acquis de la Révolution française, puisque à l'époque, je vous le rappelle, seuls les nobles avaient le droit de chasse. Donc moi, fais partie des gens qui considèrent que la pédagogie doit exister, mais qu'en aucun cas, on doit arriver à des extrémités qui seraient des extrémités où on exclut une fois de plus le monde rural d'une tradition. Il faut un partage géographique, sinon, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais ça se fait en plus dans certaines associations de chasse. Je veux dire, les partages géographiques, chez moi, ça se fait à longueur de temps parce que vous avez des zones réservées, vous avez des zones avec autorisation de chasse de tel type de gibier et pas tel type de gibier. Vous avez des parcs nationaux et des parcs régionaux avec des chartes particulières. Donc ça se fait, le partage des territoires. Ça bien généralisé. Ça se fait, et je pense que très honnêtement, il y a certes des accidents de chasse, mais on est toujours en train de mettre l'accent sur des accidents. Regardez la polémique après le décès tragique de Gaspard Huliel, c'est faut-il mettre des casques à tout le monde sur les pistes. Je continue à penser que malheureusement, il y a plus de femmes qui meurent sur le coup de leur mari ou de leur compagnon que d'accidents de chasse mortels. Donc il faut traiter les choses en
ayant, je dirais, un certain recul et pas à chaud sur l'actualité. Ne pas légiférer sous le coup de l'émotion. Merci beaucoup Joël Giraud d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Voilà pour cette interview enregistrée plus tôt dans la journée. Place au débat de cette émission consacrée au bien-être animal. C'est un sujet, je le disais, qui va peser sur l'élection présidentielle puisqu'un sondage commandé par la Fondation Brigitte Bardot il y a quelques jours montre que l'immense majorité des Français, 86%, attendent que les candidats à la présidentielle se positionnent sur ce sujet. Nous sommes d'ailleurs avec la candidate à la présidentielle qui se préoccupe le plus de ce sujet, la candidate du Parti animaliste, Hélène Touy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Face à vous, Étienne Gagneron, bonjour. Vous êtes vice-président de la FNSEA et éleveur bio bovin de vaches charolaises. Face à vous, Emmanuel Rizzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la coordination rurale et vous, éleveur dans le Jura. Et sur ce plateau, nous avons également Alain Boissy. Vous êtes éthologue à l'INRAE. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en un mot qu'est-ce que c'est qu'être éthologue ? Alors, bonjour. Un éthologiste, c'est quelqu'un qui travaille qui analyse le comportement des animaux essentiellement, à partir de paramètres à la fois physiologiques, comportementaux, pour bien comprendre ce que l'animal peut ressentir et ce qu'il peut aussi attendre de la situation. On va donc avoir votre regard d'expert sur ce sujet. Vous êtes également président du centre de référence sur le bien-être animal. Directeur. Et nous sommes également en visio avec la présidente de l'association L214, Brigitte Gauthier. Bonjour. Bonjour. Je précise, Brigitte Gauthier, qu'à l'occasion du Salon de l'Agriculture, votre association L214 a publié des enquêtes autour de l'élevage en France, l'élevage intensif, mais aussi la pêche industrielle pour en dénoncer les pratiques. Il n'est pas question de censurer votre parole sur ce débat où le point de vue de votre association nous paraissait indispensable, mais pour des raisons notamment de sécurité sur le salon et avec votre accord, nous avons préféré que vous interveniez en visio. Alors le bien-être animal, je le disais, c'est un sujet donc de plus en plus important. Le gouvernement, d'ailleurs, il y a 2 ans, s'est engagé à la nomination dans chaque élevage d'un référent bien-être animal. La mesure est entrée en application le mois dernier. Alors, comment ça se passe dans les élevages ? On va en parler tous ensemble, mais d'abord, voyez le reportage de Marion Vigreux. Xavier Vandenbosch, je suis éleveur à côté de Rouen et sur une exploitation de 180 truies et je suis le référent bien-être de l'élevage. Distribution de nourriture ce matin dans la nurserie. La semaine dernière, 22 truies ont mis bas et 300 porcelets sont nés. L'occasion pour Xavier de s'assurer que tout ce petit monde se porte bien. Donc là, vous voyez ici, la pâte est un petit peu grosse, mais ça va aller. L'éleveur vérifie que les porcelets se nourrissent et grossissent. Quant aux mères, elles sont maintenues entre des barreaux pour éviter les accidents. À la naissance, un porcelet, ça fait à peu près 1,2 kg, 1,3 kg. Et une mère, ça fait 240 kg, 280. Et en fait, les barreaux, c'est fait pour qu'elles n'écrasent pas ces petits. Xavier a repris la ferme de ses parents il y a 25 ans. En tant que chef d'entreprise, c'est lui qui va suivre les formations bien-être, un peu à contre-cœur. C'est aussi perçu quelquefois comme une marque de défiance. On ne nous fait pas confiance, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. On a quand même un peu d'expérience à savoir s'en occuper. Malgré tout, une formation, ça peut aussi nous aider à progresser. Parce que par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin d'être dans l'amélioration constante. L'exploitation compte aujourd'hui 180 truies et produit 5000 porcs par an. Les animaux ne sortent jamais en extérieur, trop vulnérables. Xavier a déjà envisagé de changer ses pratiques, d'agrandir ses bâtiments, mais cela a un coût. J'ai pas le sentiment que mes animaux sont malheureux. Ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire qu'avant tout, ils sont en bonne santé, ils sont heureux. Maintenant, on peut toujours faire plus. Faire plus, plus vert, plus de bien-être, c'est aussi plus cher. Et là, on a le souci d'avoir la rencontre avec le consommateur, qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qu'il est prêt à payer. Les référents bien-être ont 6 mois pour entamer leur formation qui se dérouleront en 2 temps, mais à ce jour, leur contenu n'est pas encore connu. À la Chambre d'agriculture, le bien-être animal a inspiré un livret pour lutter contre les idées reçues. En fait, cette illustration, elle me plaît parce que la vache, elle est au milieu de l'agriculteur, et puis sa femme est peut-être agricultrice aussi d'ailleurs. Et en fait, ça illustre le fait qu'à tout moment, on doit pouvoir être là pour se rendre disponible pour nos animaux, pour leur bien-être.
Bruno Faucheron est référent bien-être animal pour le réseau des chambres d'agriculture. Cet éleveur laitier bio, installé dans les Ardennes, comprend les réticences de certains éleveurs, mais admet que des améliorations sont possibles. Moi-même, j'ai fait évoluer les pratiques. Pour les cornages des veaux, par exemple, j'endors les veaux maintenant, comme ça, il n'y a pas de traumatisme. Et puis pour moi, c'est beaucoup plus facile au final de faire le travail. Donc il y a des choses comme ça. Alors, il ne faut pas les rendre obligatoires, il faut laisser les éleveurs progressivement évoluer. Donc les formations sont vraiment là pour les aider justement à progresser et à changer leurs pratiques. À ses yeux, il faut faire confiance aux éleveurs, mais surtout les accompagner. Soit on aide les investissements par les régions, l'État, par les aides de la région, de l'État et de l'Europe, soit le consommateur paye plus cher. Mais on ne pourra pas faire autrement. On ne peut pas laisser à dire aux éleveurs, écoutez, justifiez du bien-être animal, faites autrement, et puis débrouillez-vous d'un point de vue technico-économique. Ça c'est pas sérieux, à mon sens. Le ministère de l'Agriculture estime à 470 000 le nombre de référents à former au bien-être pour les animaux d'élevage. Hélène Thuy, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure à laquelle nous avons consacré ce reportage? Un référent bien-être animal dans chaque élevage. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une goutte d'eau? Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors c'est évidemment pas grand-chose au regard de ce que subissent les animaux, puisque l'élevage de cochons, c'est 95% de cochons qui sont enfermés. Et surtout, il faut le mettre en perspective avec ce qui se passe déjà dans les abattoirs, où il y a des référents protection animale. Et on a pu voir au cours de plusieurs procédures judiciaires que des référents protection animale se livraient eux-mêmes à des infractions envers les animaux. Donc on voit bien que c'est encore une mesure pour rassurer le consommateur. C'est de l'affichage pour vous? C'est de l'affichage politique, de la communication, et ça ne change rien à la situation des animaux qui subissent encore des conditions d'élevage dramatiques. Étienne Gagneron, on l'entend, dans ce reportage, il y a aussi cet éleveur qui suit aussi un peu ses formations à contre-cœur. Il y a des réticences. Et puis Hélène Thuy qui nous dit, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, c'est surtout de l'ordre de l'affichage. Alors ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'en fait, sur ce sujet bien-être animal, il y a une évolution constante des pratiques des éleveurs. Qui parfois sont des réponses à des demandes des ONG, mais que ce n'est jamais suffisant. On a l'impression que c'est jamais assez, que c'est nul, que c'est pas bien. Alors par exemple, quel type de réponse ont pu être apportées? Par exemple, un exemple précis, le broyage des poussins qui va s'arrêter pour les poules pondeuses. C'est un sujet qui est très complexe à mettre en œuvre, qui a coûté beaucoup d'argent. Il y a un décret qui est paru, et donc c'est prévu pour la fin de l'année 2022. Pour 2022, pour la fin 2022, l'ensemble des accouvoirs se mettront en phase avec le dispositif de ce décret. Je n'ai pas entendu une seule ONG dire « Ah, c'est bien, enfin ça avance ». Enfin, il y a des pratiques moins douloureuses qui arrivent. Donc c'est très décevant tout ce positionnement. Vous l'avez vu, l'éleveur de porc qui a dit que effectivement il considérait que le fait d'être référent, il y avait un peu de provocation parce qu'il avait l'impression de faire très bien son travail, d'être déjà suffisamment formé, mais que globalement il acceptait de le faire parce que montrer que l'éleveur lui-même est le principal acteur du bien-être animal, c'est vraiment un sujet essentiel, à la fois pour que les éleveurs se l'approprient encore plus, c'est-à-dire donc pour qu'il y ait encore plus de mesures en faveur des animaux, mais aussi parce que globalement ça montre que les éleveurs sont à l'écoute de ce que demande la société. Pas les plus extrémistes ni les plus radicaux, mais par rapport à l'ensemble des demandes de la société. Alain Boissy, comment est-ce qu'on évalue le bien-être d'un animal en élevage? En élevage, et donc par définition qui est prévu pour être abattu et pour être mangé. Comment ça se passe? C'est essentiellement à partir d'indicateurs qui ont été validés avec une approche scientifique au préalable. Et ensuite, c'est de mettre en place toute une grille d'évaluation basée sur ces indicateurs qui sont à la fois des indicateurs qui relèvent de l'équipement dans lequel l'animal évolue et puis aussi des indicateurs aussi qui concernent le comportement de l'animal et sa croissance également. Donc on peut mettre en place toute une grille d'évaluation et je pense... Est-ce qu'il y a des pratiques à bannir aujourd'hui au titre du bien-être animal dans les élevages pour vous? À bannir, non. À améliorer, oui. Par exemple ? Et en fait, l'idée, c'est tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir en fonction des systèmes de production, mais qu'il y a des démarches de progrès, des marges de progrès qui sont à mettre en place, quelle que soit la situation dans laquelle l'animal peut être élevé. Est-ce que vous avez des exemples concrets, par exemple, de marges de progrès sur lesquelles on pourrait avancer? On a parlé du broyage des poussins, ça va être bientôt stoppé, mais ce n'est pas encore le cas. Est-ce qu'il y a encore d'autres sujets comme ça dans l'élevage qui sont vraiment importants? Eh bien, par exemple, nous avons vu avec le reportage un éleveur de porc, donc
de pouvoir développer à partir d'une évaluation du bien-être, du niveau du bien-être de l'animal, des dispositifs d'enrichissement. Ça, c'est une première étape. Et de voir les effets que ça a lors de l'évaluation de ce niveau de bien-être des animaux. Et puis, effectivement, leur permettre aux animaux d'exprimer des comportements qui sont propres à leur espèce, c'est-à-dire de pouvoir fouisser pour le porc, donc de pouvoir peut-être réfléchir à un développement d'une partie de la case avec une litière de paille. Brigitte Gauthier, en visio, vous dirigez l'association L214, dont beaucoup de vidéos ont pu dénoncer les pratiques, notamment dans l'élevage intensif. Ça vous fait réagir, bien sûr? Oui, déjà, un regret de ne pas pouvoir être parmi vous suite aux menaces que vous avez reçues parce que vous aviez annoncé ma venue, ce qui est quand même un comble pour le dialogue, c'est aussi pouvoir échanger même quand on a des positions. Vous êtes là en visio, vous pouvez donc vous exprimer. Je vous en prie, allez-y, Brigitte Gauthier. Je peux m'exprimer et je vous en remercie. Monsieur Boissy, là, parle de l'enrichissement du milieu. C'est une obligation, notamment pour les élevages de porcs. Il devrait y avoir justement des matériaux qui permettent aux animaux de pouvoir chercher dans de la litière. Donc dire que c'est finalement à accompagner et puis ça va être mis en place progressivement. Et tout ça, c'est une obligation qui existe depuis maintenant 2003. Pareil, la coupe systématique des queues qui est faite dans les élevages de cochons, donc comme Hélène Touy l'a rappelé, qui sont à 95% intensifs aujourd'hui, c'est aussi une obligation. Et par ailleurs, on a effectivement salué le fait que s'arrêtait le broyage des poussins pour 50 millions de poussins suite à des images qu'on a montrées en 2014. D'ailleurs, on l'a salué, mais on regrette déjà que ça arrive si tard. On peut le regretter, que ça ne concerne par exemple pas la filière foie gras, c'est-à-dire que les canetons femelles vont continuer d'être broyés, et puis que le nombre de jours sur lequel vous pouvez faire le sexage est bien trop élevé, alors que la sensibilité probable des poussins est évaluée à une dizaine de jours. Donc voilà, aussi pour dire, aujourd'hui, toutes les associations sont d'accord pour dire que l'élevage intensif, c'est-à-dire les élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur, on devrait pouvoir avancer dessus. On rejoint là-dessus 85% des Françaises et des Français quand ils sont interrogés. Dernier sondage de l'INFOP pour la Fondation Bardot, ça monte même à 91%. Il n'y a aucun clivage politique là-dessus, c'est-à-dire que l'ensemble des sensibilités politiques au niveau de l'électorat sont d'accord et demandent l'interdiction. Pareil, il n'y a pas de clivage rural par rural. Et pour autant, on n'arrive pas à avancer sur ces questions-là. Tout ce qu'on a, c'est effectivement une loi maltraitance animale qui est passée et qui a soigneusement esquivé les questions d'élevage. Emmanuel Rizzi, qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette loi qui est passée mais qui n'a pas parlé de l'élevage intensif? Brigitte Gauthier estime notamment qu'il faudrait vraiment pouvoir avancer sur ce sujet. C'est notamment dans l'élevage intensif qu'il y a le plus de problèmes en matière de bien-être animal aujourd'hui. Bien, alors je pense déjà qu'il faut bien définir les choses. Vous nous avez invités pour parler bien-être animal sur le salon de l'agriculture. Donc on est d'accord qu'on parle de bien-être d'animaux en élevage. Oui. On va parler d'élevage. Donc là, après je m'interroge moi sur la composition du plateau. Je comprends qu'il y a des agriculteurs, qu'il y a des représentants de l'État via l'INRA. Et puis, c'est peut-être parce que c'est Mardi Gras, mais je vois autour de moi deux loups déguisés en agneaux. C'est-à-dire des gens qui sont pas là pour le bien-être animal, mais qui sont là pour supprimer l'élevage. Et ça me pose un sérieux problème. Donc je pense qu'on a deux personnes ici, je ne vais pas les nommer, qui ne sont pas qualifiées pour parler de bien-être animal. Hélène Touy et Brigitte Gauthier qui estiment qu'il y a un vrai problème de bien-être animal au sein des élévages. Je tenais à dire que je considère que ces deux personnes ne sont pas qualifiées pour parler d'élevage, puisque leur volonté, c'est de faire justement disparaître les élevages et tous les élevages, pas seulement les intensifs, entre guillemets, comme elle l'affirme ici. Ça, c'était en préambule. Sur le référent bien-être animal, moi, je rejoins l'éleveur de cochons. Je l'ai très mal vécu parce que je l'ai ressenti comme un affront. C'est-à-dire que l'élevage, c'est mon cœur de métier. Les animaux, c'est vraiment ma profession. Et ça a été ressenti par beaucoup d'entre nous
comme une façon de nous dire qu'on ne savait pas travailler. Et pour prendre un parallèle, nommer un référent bien-être animal dans un élevage en France, alors que chez nous l'élevage est familial, les fermes il y a très peu de salariés, ça revient à proposer une formation, ou à imposer plus exactement une formation au premier secours à un médecin, pour vous donner le niveau. Hélène Thuy, votre réponse, puisque Amélie Rizzi estime que vous n'avez pas votre place dans ce débat. En fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire que précisément, une minorité d'éleveurs, de syndicats agricoles estiment que c'est eux qui doivent décider pour tout le monde et ils veulent confisquer le débat public. Et on est là aujourd'hui. Si Brigitte Gauthier n'est pas là, il faut le dire, c'est parce qu'il y a eu des menaces. Et il est inacceptable en 2021 que certains s'arrogent le droit 2022 s'arrogent le droit d'empêcher une association qui a pignon sur rue, qui est tout à fait légale, qui fait des activités légales, de pouvoir s'exprimer à un salon d'agriculture. Donc ça, c'est inadmissible. Oui, nous avons tout à fait voix au chapitre, autant que vous et autant que les 91% de citoyens qui veulent sortir de l'élevage intensif. Donc non, vous ne pouvez pas décider une poignée de citoyens pour l'intégralité de la population. Les gens sont ulcérés de la façon dont les animaux sont traités dans les élevages intensifs. Et donc, il faut en sortir, il faut avoir le courage d'en sortir. Et surtout, nous, ce qu'on demande... Êtes-vous opposé à l'élevage ou à l'élevage intensif ? Au programme du Parti animaliste, c'est la sortie de l'élevage intensif. Et ce qui dérange beaucoup, monsieur, c'est évidemment que les citoyens puissent avoir la parole sur la question de l'élevage intensif. Alors, pour éviter ce débat, ils nous disent « Non, mais attendez, vous n'êtes pas contre l'élevage intensif, en réalité, vous êtes contre l'élevage. » Mais soumettons à un référendum la sortie de l'élevage intensif, nous verrons bien ce que décide le citoyen, et après, on continuera à discuter sur le reste. On va continuer ce débat qui, on le voit, est un sujet assez inflammable. Mais tout de suite, on va rejoindre Quentin Calmet en duplex du salon, car vous êtes avec le directeur des fermiers de Loué. On a parlé à l'instant d'ailleurs de la question du broyage des poussins mâles qui doit arriver à sa fin, à la fin de l'année 2022. Exactement, je suis avec Yves de la Fauchardière. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes ici donc installé sur le hall 1. Vous pouvez être comme ça à la rencontre des gens et aussi beaucoup communiquer sur le bien-être animal. Votre marque a pris des engagements sur ce sujet parce qu'on le voit, on l'entend aussi dans le débat en plateau avec Tam, c'est un sujet sensible, à fleur de peau, et vous aussi vous vous êtes emparé de ce sujet. Alors nous, on a déjà la chance d'avoir un mode d'élevage qui est quand même très atypique puisqu'on élève nos volailles en liberté dans des grands parcours pendant une durée d'élevage très longue. Mais on a considéré il y a quelques temps que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait faire certifier ce bien-être animal. Et 4 ONG ont fait un très beau référentiel, CIWF, LFDA, OABA et Wellfarm. Donc un référentiel qui passe 230 critères en revue qui vont de la naissance des poussins jusqu'à l'abattage des animaux, qui exige entre autres des caméras dans l'abattoir, qui exige tout un certain nombre de choses comme ça. Et on était très contents de rejoindre ce référentiel et on est étiqueté A, c'est-à-dire le niveau supérieur par rapport aux 5 niveaux. Voilà, et on voit au-dessus de votre stand, ce sont effectivement ces 4 associations sur lesquelles vous communiquez ici au salon et qui vous auditent de façon indépendante. C'est en tout cas l'argument que vous avez ici sur votre communication, parce qu'on a vu tous ces scandales dans effectivement ces immenses silos qui regroupent des milliers de poulets. C'est un modèle d'agriculture dans lequel il faut sortir. Comment est-ce qu'on réagit face à ces images qui sortent dans la presse? Il faut surtout comprendre que pratiquement 99% des poulets élevés dans le monde sont élevés de cette façon-là. Oui. C'est la façon dont on les élève, nous, qui est tout à fait anormale et atypique. Donc, et d'ailleurs, on est visité par les gens du monde entier pour ça. Donc c'est une question de choix. Les consommateurs, à un moment donné, ont un budget à consacrer à leur alimentation. S'ils veulent un mode d'élevage différent, s'ils veulent qu'il soit certifié, ils savent ce qu'il y a à faire. Et s'ils n'en ont pas les moyens, c'est autre chose. Très concrètement, pour le consommateur, à quel prix du kilo le poulet, quand on l'achète, on sait qu'il est de bonne qualité ou pas? C'est très simple comme chiffre. Alors quand on parle de poulet entier, c'est ce qu'il faut acheter. Poulet entier, c'est beaucoup moins cher puisque ça permet d'avoir une volaille, et c'est très très bon. À partir de 6-7 euros du kilo, on peut avoir un excellent poulet fermier. Donc, peut-être aux environs de ce prix-là aussi, un poulet certifié, étiqueté bien-être animal A. Donc, voilà, on l'entend, on le retient, ce prix de 6-7 euros le kilo. C'est une garantie, on peut le dire, c'est mécanique en quelque sorte. Plus le prix est élevé, meilleure est la condition d'élevage du poulet. Alors, normalement, c'est automatiquement le cas, mais attention aussi, quand il s'agit d'une volaille découpée, c'est évidemment beaucoup plus cher. Voilà. Un mot sur les œufs. Effectivement, là, ce sont des poulets qui vont être consommés pour leur viande. Mais il y a aussi des poules pondeuses dont on fait le tri, c'est-à-dire tous les poulets mâles qui voient leur œuf broyé. Là-dessus aussi, les poulets loués ont mis en place des techniques très en amont. En fait, sur les poules pondeuses, la difficulté, c'est que la valorisation du frère de la poule
est pas génial en chair et donc on arrive à élever des frères de poule, mais le plus souvent les frères de poule n'étaient pas conservés, ce qui est un vrai scandale. Et donc Loué a été à l'instigation, on a été au tout départ de la mise en place des techniques de sexage précoce, donc on appelle l'ovosexage. De quoi s'agit-il exactement? Ce sont des techniques pour voir à travers l'œuf? C'est absolument formidable, c'est une technologie qui passe par des caméras et avec un algorithme qui permet de déterminer finalement si ça va être un poussin mâle ou un poussin femelle avec une certitude, quasi-certitude, donc, et ce qui évite de faire naître un poussin pour rien, ce qui est un vrai scandale et on comprend bien. Oui. Yves, on parle de, je crois, 300 millions d'œufs broyés en Europe chaque année. Comment est-ce que la filière a réagi? On sait, un décret demande l'application de ce tri avant la fin de l'année. C'est faisable selon vous pour le secteur? Il faut d'abord dire vive la France, parce que la France sera le deuxième pays au monde avec l'Allemagne à avoir pris cette décision-là. Et moi, je félicite le ministère de l'Agriculture d'être allé au bout. Merci aux consommateurs d'accompagner ça parce que c'est un petit coût supplémentaire mais pas considérable, hein, moins d'un centime par œuf, donc c'est pas un drame. Donc on doit être capable d'arriver à avancer là-dessus. Et tant mieux que ce soit mis de manière généralisée parce que certains le fassent et que d'autres ne le fassent pas, c'est pas une bonne chose. Donc, ici à la rencontre des consommateurs, il nous reste 1 minute. Yves, quel est votre message, vous, aux consommateurs à qui vous tendez ces petits poussins? C'est de leur dire qu'il faut qu'ils regardent aussi un petit peu mieux les étiquettes? C'est de leur dire venez nous voir. Alors, les élevages de Loué, par exemple, sont des élevages qui peuvent être visités tous les jours de l'année et pas des élevages témoins. Hein. Il y a 200 élevages qui sont ouverts avec des consommateurs qui sont invités tous les jours de l'année à venir voir et venir voir par eux-mêmes, quel que soit l'âge. Venez voir, venez constater par vous-même et les étiquettes, c'est important. Merci, voilà, on essaie d'avoir une discussion apaisée sur ce sujet, mais on comprend quand même que c'est effectivement un sujet qui est à fleur de peau ici aussi au salon. Merci beaucoup Quentin. Effectivement, on parle aussi là de choix du consommateur, alors que les Français, en tout cas, eux, semblent avoir fait leur choix. Je vous donne quelques chiffres du sondage de la Fondation Brigitte Bardot qui montre que 86% des Français veulent que les candidats se positionnent sur la question animale et même pour 57% d'entre eux, les propositions des candidats à la présidentielle vont influer sur leur vote. Alors on le voit, c'est donc très important pour les Français, mais Étienne Garneron, il faudrait donc que ce soit aussi important pour les consommateurs. Faudrait-il que les consommateurs soient peut-être mieux informés aussi pour savoir ce qu'ils achètent en matière de bien-être animal et pour peut-être modifier ses comportements pour faire bouger l'ensemble de la filière? Oui, alors on conteste pas ces sondages, mais qui sont de très mauvais sondages, puisqu'en fait ils parlent jamais d'indicateurs de prix. Il faudrait poser la question différemment et simplement dire aux consommateurs qu'est-ce que vous êtes en capacité de payer par rapport à l'évolution du bien-être animal. Et cette question-là n'est jamais posée. Alors si elle est posée par des marques comme C'est qui le patron, qui intègrent donc justement le prix choisi par le consommateur. Donc tant qu'on sera uniquement dans les incantations en disant on veut se soucier du bien-être animal, mais que quand on fait ces actes d'achat et de consommateurs, on va toujours au prix le plus bas, ça n'avancera jamais. Je vous cite juste l'exemple de l'œuf bio. On a fait un développement très important d'œufs alternatifs et bio en France. On est arrivé pratiquement à 18% de la part du marché de l'œuf coquille, ce qui est quand même un segment très important. Et en fait aujourd'hui, il y en a une partie qui sont déclassés du bio vers le conventionnel parce que les consommateurs ne veulent pas les acheter. Donc voilà, moi je veux bien que les différents mouvements, les ONG, les associations de protection des animaux se servent de ces sondages. La réalité de la part des citoyens consommateurs, elle est vraiment très très différente. Emmanuel Rizzi, vous êtes d'accord avec cela? Il y a des contradictions chez les Français qui veulent à la fois avoir le moins cher et puis qui voudraient qu'il n'y ait aucune maltraitance animale dans leurs élevages. Il y a effectivement une contradiction, mais je voulais aussi vous rappeler qu'on dialogue énormément, la profession dans son ensemble dialogue avec de véritables ONG de protection des animaux. Je pense à OABA par exemple ou Wellfarm. C'est un dialogue constant, constructif, et c'est ces associations-là qui ont permis de faire des avancées. C'est elles qui nous permettent d'avoir un regard extérieur. Elles viennent dans une démarche constructive et on avance ensemble. Donc pour aller même plus loin dans la communication, on pratique régulièrement des fermes ouvertes. On va même jusqu'à avoir des jours abattoirs ouverts. Donc les citoyens et les consommateurs, ils n'ont pas besoin d'être représentés, ils peuvent venir nous voir, taper à la porte et on ouvre bien volontiers la porte de nos exploitations et on explique ce qu'on fait. Hélène Thuy, on le voit, il y a quand même eu une importance accordée à cette question que l'on a pu voir à travers par exemple votre score aux européennes où vous aviez quand même créé la surprise avec 2,2% des suffrages, mais cette fois-ci ça va être beaucoup plus compliqué pour cette présidentielle pour faire entendre cette voix sur le sujet.
Oui, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on essaie de confisquer le débat sur la question animale et nous avons beaucoup de difficultés à avoir les parrainages alors que nous avions de nombreuses promesses. On est à combien là ? On est enregistré à 97, mais on avait 300 promesses fin janvier. Beaucoup d'élus reçoivent des pressions et ont peur de retranscrire leurs promesses en signature officielle. Donc on est toujours dans ça a été la même chose, je voudrais le dire, pour le référendum pour les animaux, où les parlementaires ont été intimidés pour ne pas donner leur signature, pour donner encore la place aux citoyens. Pour ce qui est pour répondre à ce qui a été dit sur la question du consommateur, ce décalage entre la responsabilité du consommateur. Le problème, c'est que le consommateur, on lui assène depuis des dizaines d'années qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour, qu'il faut manger de la viande constamment, sinon ça va être une catastrophe pour sa santé, alors que c'est faux. Toutes les analyses nutritionnelles montrent qu'on peut avoir tout à fait une alimentation végétale équilibrée. En tout cas, nous, ce que le Parti animaliste porte, c'est une réduction de 50% de la consommation et de la production de produits d'origine animale. Et il faut éduquer d'abord les enfants, mais également la population, en indiquant que l'alimentation végétale est non seulement de bonne qualité, elle épargne évidemment des animaux et elle est meilleure pour l'environnement, parce que ce que je veux dire aussi, c'est que cet élevage industriel intensif ne produit pas de la nourriture, il en gaspille. Il faut en moyenne 7 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales. Ça n'a aucun sens, c'est un système complètement irrationnel. Et les éleveurs de l'intensif que je rencontre dans le cadre de la campagne, qui ne sont pas affiliés à la FNSEA ou à la coordination rurale, qui ont leur liberté de parole, nous expliquent qu'ils ne vivent pas de leur métier et qu'ils sont d'accord pour en sortir et se diriger vers des filières végétales. Donc il faut avoir le courage politique d'en sortir et écouter ces éleveurs qui, eux, ne s'en sortent pas. Brigitte Gauthier, vous avez d'ailleurs mis, vous, des notes aux candidats à l'élection présidentielle. On vient d'entendre Hélène Thuy, je suppose qu'elle a les meilleures notes pour vous au niveau, bien sûr, du bien-être animal. Alors, qui s'en sort bien, qui s'en sort mal dans votre classement ? Donc effectivement, sur politique et animaux, on renvoie justement à la responsabilité des décisions politiques. Là, Étienne Gagneron vient de dire, bah oui, les consommateurs n'agissent pas. Alors avec L214, on s'adresse évidemment au grand public, on s'adresse aussi aux entreprises. Et par exemple, sur la question des œufs, si aujourd'hui, dans les rayons des supermarchés, au niveau de l'œuf coquille, on ne trouve plus ou quasiment plus d'œufs de poule élevés en cage, c'est justement par l'action des ONG que ça s'est passé. Quand on a commencé en 2008, 80% des poules pondeuses étaient élevées en cage. C'est descendu à 36% aujourd'hui et les engagements sont jusque 2025. Donc en 2025, on peut espérer sortir de l'élevage en cage. C'était un des engagements d'Emmanuel Macron qui n'a pas tenu. À l'instant, disait que justement, il y avait un problème avec tous ces œufs qui étaient passés en bio et que les consommateurs n'étaient plus prêts à acheter à ce prix, etc. et qu'il fallait déclasser. Je crois que c'est à peu près ce que vous nous expliquiez. Oui, il a tout à fait raison et c'est pour ça qu'il faut des actions politiques fortes. Ce qu'a souligné Hélène Thuy, c'est effectivement ce qui est porté aussi par L214, c'est-à-dire une demande de réduction de politique publique pour nous amener à réduire de 50% notre consommation de viande, lait, œufs et poissons. On ne parlera pas beaucoup de la pêche, je pense, aujourd'hui, ou de l'aquaculture, mais il y a des vraies questions aussi de ce côté-là. On peut parler des bombes sanitaires que sont aujourd'hui les élevages intensifs, de la déforestation. On parle de la souveraineté alimentaire parce qu'on est obligé d'importer l'alimentation des animaux. Soit c'est du soja d'Amérique du Sud, soit on parle aujourd'hui de l'Ukraine pour fabriquer nos engrais azotés et tout ça. Donc pour en revenir, politique animaux, effectivement, on va noter l'action des candidats qui se présentent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, leur bilan. On va noter leur programme, on va noter leur prise de parole sur la question, parce qu'effectivement, dans le débat médiatique aujourd'hui, on parle très peu de cette question-là, alors que c'est une question majeure. En effet, c'est un levier surpuissant, évidemment, sur la question des animaux, mais aussi sur les questions environnementales. On a le rapport du GIEC qui est sorti hier et qui nous dit les conséquences qu'il va y avoir, y compris pour l'agriculture. Le 6e rapport du GIEC, et du coup, émettre moins de gaz à effet de serre, c'est avoir moins d'animaux élevés, et ça passe aussi en France. Et je pense qu'on a tous et toutes à y gagner. Et comme l'a rappelé Hélène Thuy, là vous avez des représentants de syndicats agricoles, la FNSEA, la coordination rurale. Ce ne sont pas tous les éleveurs, ceux avec lesquels on est en contact, et notamment Francis Guillotot qui témoigne dans une de nos vidéos de la semaine dernière, qui parle d'esclavage des éleveurs par rapport aux coopératives, par rapport aux banques. C'est très important de le souligner. Il faudra entendre l'ensemble des éleveurs.
La réponse d'Emmanuel Rizy, et puis je vous donne la parole, Alain Boissy. Oui, très rapidement, là, je suis touché que vous soutenez les éleveurs, mais vous soutenez les éleveurs comme la corde soutient le pendu. Et je le dis très tristement parce que le suicide, c'est une réalité dans le monde agricole. Et je vous en tiens responsable, toutes les deux en partie, en tout cas, parce que vous êtes une grande... Sur des accusations graves. C'est des accusations graves, mais l'agribashing est une réalité. Et moi, je suis le représentant des éleveurs aujourd'hui. J'ai de nombreux contacts et pas seulement avec des gens qui sont syndiqués et je vois la détresse des gens et je vois le moral des gens baisser à chaque fois que vous portez des accusations contre l'élevage et contre le travail des éleveurs. Donc encore une fois, oui, je vous tiens responsable de pas mal de choses de ce point de vue-là. La réponse de Brigitte Gauthier et d'Hélène Touy. Brigitte Gauthier, allez-y. Je dois dire, le suicide des agriculteurs, il date pas d'hier. Ça fait un petit moment. On les a poussés à investir. Tous ceux qui témoignent parlent d'enchaînement aux coopératives, aux banques. On les pousse à investir de plus en plus. Encore des images qu'on a montrées sur l'élevage de pillons. Un éleveur de poulets qui ne s'en sort pas financièrement, qui a aujourd'hui un bâtiment de 1000 m² dans lequel il a 21 000 poulets. Sa solution pour s'en sortir, c'est de multiplier par 5 la taille de son élevage. Il va s'endetter pour 12 ans et le groupe qui lui fait faire la connerie de sa vie lui assure des revenus pour 1 an. Et ensuite, on le voit, le cours des céréales, on le voit encore là sur les matières premières pour les élevages de cochons. Il faut 270 millions d'euros pour pallier la trésorerie. Est-ce que ça, c'est l'effet des associations de défense des animaux? Ça n'a rien à voir. En fait, vous rejetez la responsabilité, une responsabilité que vous portez en tant que syndicat sur des associations de défense des animaux ou environnementales qui soulèvent des questions d'intérêt général qui sont extrêmement importantes à prendre en question aujourd'hui, que ça concerne les animaux, l'environnement, le côté sanitaire, le côté partage des ressources. On a des enjeux absolument majeurs et vous avez vraiment des œillères de chercher des coupables au lieu de chercher ensemble des solutions. Nous, ce qu'on cherche, c'est des solutions pour sortir tout le monde par le haut, avec des mesures qui sont très concrètes pour les 5 ans à venir. Voilà, sortons de l'élevage intensif ensemble. Ça passe par une réduction de la consommation des produits d'origine animale, effectivement, mais allons-y là-dessus. Hélène Touy, rapidement. Oui, très rapidement. Effectivement, c'est des accusations extrêmement graves, mais on est un peu habitué à la mauvaise foi. Évidemment, quand on accuse toujours son chien d'avoir la rage, c'est quelque chose de très classique. Nous, ces éleveurs, on les rencontre, je les rencontre. Ils sont désespérés, ils dénoncent les contrats d'intégration que les coopératives, les syndicats agricoles leur font signer, qui les enchaînent par la dette, parce que c'est ça qu'il faut dire. Ils sont enchaînés et ils se suicident pour cette raison-là, parce qu'ils n'ont pas d'option d'avenir. Ils gagnent 500, 600 euros par mois et nous avons les seuls le courage de dire ce système n'a jamais fonctionné, il ne fonctionnera pas et on va les aider à en sortir. Nous ne sommes pas les animalistes contre les éleveurs, nous sommes ensemble pour sortir de ce modèle qui ne va pas. Alain Boissy, votre regard sur ce débat qui, on le voit, est assez avec des voix extrêmement opposées sur ce sujet, avec la difficulté d'arriver à faire émerger une solution constructive sur le bien-être animal. Oui, on voit bien que effectivement c'est un sujet, c'est une controverse qui forcément implique des gens qui sont tellement impliqués qu'il ne peut pas être autrement que ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que on parlait au départ de bien-être des animaux en élevage. On est arrivé sur l'élevage intensif. On oublie quand même tout autre système de production ou système d'élevage. Et je pense qu'il est important de remettre aussi au centre le fait qu'on élève des animaux. Effectivement, on l'élève pour les tuer et les consommer. C'est une utilité que l'homme a prise sur ces animaux. Ça, c'est une question d'éthique. Mais à partir du moment où on accepte cela, effectivement, c'est pouvoir se développer, réfléchir à la notion de bien-être des animaux en interaction avec le bien-être de l'éleveur. On l'a vu tout à l'heure, ce ne sont pas des mots vains et donc on a les possibilités de travailler sur cette interface entre le bien-être des animaux, le bien-être de l'éleveur, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On a parlé de la formation tout à l'heure, effectivement ça peut être perçu comme étant quelque chose qu'on impose, mais en parlant de formation, c'est aussi le moyen de prendre un peu de recul sur ces activités, d'échanger avec les autres et c'est si rare. Donc c'est aussi de le prendre comme étant une chance
Et c'est plutôt partir sur l'idée de la réglementation, on l'a vu en introduction, elle existe, elle a évolué. Elle évolue, mais la question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut continuer à contraindre ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer de convaincre par des approches à la fois on parlait de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation. On a parlé aussi de l'éducation dans les lycées, dans les écoles. Est-ce qu'il ne faut pas parfois aussi des décrets pour que vraiment les pratiques changent? On le voit sur le broyage des poussins mâles, on la voit sur la castration des porcelets. Parfois, la réglementation est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait une appropriation de la question. Il faut qu'il y ait vraiment une prise en compte effectivement de la sensibilité des animaux et que la science est là pour aider aussi à évaluer cette sensibilité, de ne pas rester sur la dimension émotionnelle, mais qu'il faut vraiment être factuel et conceptuel et qu'on a les moyens d'évaluer cela, de proposer des améliorations et que ça ne pourra fonctionner que si effectivement il y a une adéquation entre la prise en compte des éleveurs ou tous les intervenants au niveau des élevages et la prise en compte des animaux aussi et de considérer que le bien-être c'est une composante à part entière de la durabilité comme l'économie, comme l'hygiène en fait des produits animaux, comme l'environnement et de ne pas chercher à cloisonner. Il faut vraiment avoir une approche globale de la question. Où est-ce qu'on en est pour vous en France sur la prise en compte du bien-être animal? Est-ce qu'on est plutôt avancé, plutôt pas avancé si on compare par exemple à nos voisins européens ou bien même au niveau mondial? Votre question est intéressante parce qu'il faut se la poser effectivement. Il faut concevoir plutôt une réflexion au niveau européen déjà, et que donc l'Europe, bien sûr, a la réglementation la plus avancée par rapport à tout autre pays tiers. Donc ça, c'est une chose. Et l'effort qu'il faut encore continuer, c'est d'essayer d'harmoniser le plus possible cette réglementation au niveau européen, pour que au moins il y ait un marché intérieur qui soit vraiment en adéquation avec les mises en place dans chacun des pays. On ne pourra pas avancer tout seul, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion au niveau européen. Vous êtes d'accord avec cela, Étienne Gagneron? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait l'indicateur du bien-être animal, par exemple, pour les subsides de la PAC, par exemple, au niveau européen, pour pouvoir avancer? Est-ce qu'il faut que ce soit... Oui. Si on arrive à travailler sur des données factuelles, scientifiques, et je pense qu'Alain Boissier est bien placé pour mettre en avant tout le travail qui a été réalisé dans le cadre du CNR, mais aussi tout ce qui est partagé au niveau européen, parce que c'est l'objectif. Après, on a la même difficulté au niveau européen qu'au niveau français, c'est-à-dire qu'on a des organisations non gouvernementales qui sont très agressives et qui pèsent en permanence sur le pouvoir politique. Donc le débat est compliqué. Nous, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en France, ce que j'évoquais tout à l'heure, ça va jamais assez loin, ça va jamais assez vite. C'est ce qu'on entend en permanence. Et en permanence, on nous dit aussi que la France est le dernier élève de l'ensemble de l'Union européenne, qu'on est toujours à la traîne sur tous les sujets. Alors que c'est pas vrai. Sur le broyage des poussins, la France est la seule avec l'Allemagne à le mettre en place. On prend beaucoup de risques parce que les autres pays, eux, attendent que la filière perdent en compétitivité pour prendre les marchés à leur place. Donc c'est pas aussi simple. Et derrière, il y a le vrai sujet, et là je pense que Brigitte Gauthier se trompe complètement, c'est le sujet de la souveraineté alimentaire. Une souveraineté alimentaire sans élevage, c'est une catastrophe. Ne serait-ce que sur un sujet, parce qu'on pourrait développer pendant des heures, c'est celui de la fertilisation. On voit avec le conflit en Ukraine aujourd'hui l'impact que vont avoir le manque de fertilisants pour les modèles agricoles. On voit très bien que la production végétale sans amendement chimique ou organique, elle ne fonctionne pas. Et quand il y aura de moins en moins d'amendements chimiques, le seul amendement qui restera, c'est l'amendement organique. Et l'amendement organique, il est fourni par qui? Par des animaux. Donc de toute manière, on ne peut pas continuer à avancer de cette manière-là. Et je pense que ces associations extrémistes ont pris le parti de défendre la cause du bien-être animal contre les éleveurs et non pas avec. Et tant qu'ils continueront là-dessus, ça ne marchera jamais et on sera effectivement obligé d'avoir des positionnements durs parce que eux-mêmes se comportent de manière atroce avec les agriculteurs. Et juste, je vais finir là-dessus sur un sujet que j'aime pas aborder, qui est celui des suicides en agriculture. Et je vous le dis en face, Madame Touy, malheureusement, je le dis bien malheureusement, il y a beaucoup plus de suicides chez les agriculteurs éleveurs dans les systèmes extensifs allaitants et laitiers que dans les systèmes intensifs que vous évoquez. Vous vous trompez complètement, c'est complètement faux ce que vous dites. Et en termes de revenus, regardez les revenus des différentes filières. Les revenus les plus bas, c'est les revenus en ovin et en allaitant et pas du tout en élevage de porc ou de volaille. Vous vous trompez complètement.
Oui, je voulais vous poser la question parce que Emmanuel Rizzi estimait qu'il y avait une responsabilité de ce type d'association dans le suicide des agriculteurs. Est-ce que pour vous, il y a encore, est-ce que vous le suivez sur ce sujet ? Mais je ne peux pas faire de lien direct parce que ça serait un peu dur, mais effectivement, et Emmanuel l'a dit, quand des éleveurs qui font bien leur travail, qui au quotidien s'appliquent à soigner leurs animaux, se lèvent la nuit et voient des vidéos très trash qui ne prennent que 0,2% des fermes. Je rappelle quand même que l'association L214 se vante d'avoir fait plus de 100 vidéos, sauf qu'en France, des sites d'élevage, enfin des bâtiments d'élevage, il y en a 250 000. Donc 150 sur 250 000, si on ne montre que les cas extrêmes, que ce qui passe mal, mais qu'on montre jamais ce qui va bien, on a une vision complètement négative et complètement absurde. Et c'est cette vision que nous, on ne peut pas accepter. On est quand même d'accord que le problème principal des agriculteurs aussi aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir gagner correctement leur vie et qu'on peut quand même pas non plus tout imputer à l'action des partis animalistes. J'ai dit qu'effectivement le sujet du bien-être animal évoluerait beaucoup plus vite si à la fois on pouvait travailler avec les ONG de manière constructive, mais aussi si les consommateurs allaient au bout de la démarche en tant que consommateurs, acteurs, jusqu'au bout quand ils achètent les produits et pas uniquement quand ils répondent à un sondage. Hélène Thuy. Oui, deux choses sur l'accusation encore grave réitérée sur la responsabilité des associations et des animalistes de façon générale sur le suicide des agriculteurs. Vous venez de dire qu'il y aurait plus de suicides dans l'extensif. Il n'y a pas les vidéos, en tout cas qui sont diffusées par L214, c'est des vidéos de l'intensif. Donc vous ne pouvez pas faire un lien, ça n'a absolument rien à voir. Du coup, vous vous contredisez. La réalité, c'est que les éleveurs sont dans une situation, mais bien sûr que si, je la connais, mais arrêtez un peu, ça c'est votre argument toujours de considérer que dès qu'on s'intéresse à la question animale, on est des bobos urbains citadins déconnectés et qu'on ne connaît pas. Mais c'est en général ce qui est dit. Si la question la connaît, les éleveurs, je les rencontre. Je suis d'ailleurs... c'est dommage qu'il n'y ait pas sur le plateau des éleveurs qui soient hors syndicat pour qu'on leur donne la parole. Et je vous invite, on a des coordonnées d'éleveurs qui seront... Il y en a tout autour de nous. Hein. Non, qui ne sont pas syndiqués. Non, mais qui ont été... vous les connaissez, donc la parole n'est pas libre, probablement. Vous avez dit, je connais les éleveurs. Il faut donner la parole aussi aux éleveurs qui ne sont pas syndiqués, qui sont dans une situation difficile et qui reconnaissent que les animalistes sont pointés de façon bien opportune par ceux qui ont tout intérêt à continuer à laisser la tête sous l'eau aux éleveurs. Et ce ne sont pas les animalistes. Allez, je voudrais également qu'on fasse un petit peu le bilan de l'action publique qu'il y a pu avoir sur ce quinquennat. On en a parlé au début de cette émission. Il y a eu une loi sur le bien-être animal qui répond donc à ce sujet de préoccupation de plus en plus important pour les Français. Une loi qui accroît les peines pour les auteurs de sévices vis-à-vis des animaux, qui interdit d'ici 7 ans les animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums. Brigitte Gauthier, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, il y a eu, vous reconnaissez une action importante du gouvernement ou est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ? Il faut, en ces temps qui sont super difficiles, voir les côtés positifs. Effectivement, c'est bien qu'il y ait une loi maltraitance qui soit passée, notamment qui traite de la question des animaux de compagnie et des animaux sauvages captifs, notamment avec l'interdiction des élevages de visons. Mais ça reste tout de même très peu d'individus et ça ne change pas, surtout, 99% des animaux qui sont exploités par les êtres humains, c'est dans les élevages. Et on nous a rétorqué que si c'était pas traité dans cette loi maltraitance animale, c'est parce qu'il y avait un clivage, alors que le clivage, il est absolument... Un clivage qu'on entend ici, mais que justement on n'entend pas. C'est encore, je le répète, 91% des gens qui sont favorables à une interdiction des élevages qui ne laissent pas accès au plein air aux animaux sous 10 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose de très précis. Et sur la baisse de 50% de notre consommation de viande et de poisson, c'est 64% des gens qui sont pour. Et là aussi, pas de clivage politique dans les réponses, puisqu'on voit par tendance politique la réponse des personnes. Et donc là, oui, vous avez 2 syndicats extrémistes, je vais reprendre les paroles sur votre plateau. Ça aurait été intéressant d'entendre d'autres voix qui proposent des modèles agricoles différents, au moins pour avancer, pour reculer ce qui existe de pire pour les animaux, de pire pour les êtres humains, de pire pour l'environnement. Et aujourd'hui, c'est le modèle majoritaire. 8 animaux sur 10 qui sont abattus proviennent de ces élevages-là. Là, vous avez 2 représentants des éleveurs bovins à l'état
temps. Pour le coup, Monsieur Gagneron, vous êtes représentatif de 0,5, même pas, des animaux qui sont abattus chaque année. Donc un tiers du tonnage de viande consommée en France. Les bovins représentent un tiers. Moi, je parle en nombre d'individus, puisqu'on parle de bien-être animal. Je mange des kilos, donc je parle en kilos. C'est compliqué, Manuel Régis, ce débat où chacun se renvoie à son extrémisme, parce que vous vous êtes envoyé le même type de critique les uns et les autres. On parle de sondage, j'entends 97% des citoyens interrogés qui sont favorables au bien-être animal, et 97%... Vous avouez que c'est difficile d'être défavorable au bien-être animal. Mais ce 97%, il me fait sourire, parce que c'est le même chiffre de parrainage qu'a reçu la candidate du parti animaliste. Donc il y a un hiatus entre les deux. On a d'un côté, on a des sondages, et puis on voit qu'ils se concrétisent pas du tout dans la réalité. Encore une fois, moi, l'élevage que décrivent ces deux personnes autour de la table, c'est pas l'élevage que je connais. C'est pas celui que je pratique, c'est pas celui que mes collègues pratiquent. Je parle avec énormément d'agriculteurs, qu'ils soient syndiqués ou pas. Vous savez, la coordination rurale, c'est un tout petit syndicat. La coordination rurale, on est moitié moins nombreux que votre entreprise L214, on a 2 fois moins de budget. Donc, on n'est clairement pas dans les lobbies. Bon, voilà. Donc l'élevage, en tout cas, moi, ce qui est important à faire passer, c'est vraiment de dire aux gens, venez dans les élevages, venez voir comment ça se passe. Les animaux, ils sont traités correctement, on en prend soin, ne serait-ce que d'un point de vue financier, ne serait-ce que de ça, en admettant que les éleveurs soient des monstres. Financièrement, on a tout intérêt à ce que les animaux soient en bonne santé, en bonne forme, qu'ils soient bien avec nous, parce qu'ils seront plus simples à manipuler, ils seront plus simples à déplacer, ils seront plus simples à soigner. Donc c'est notre intérêt, c'est complètement idiot de penser qu'un éleveur a intérêt de maltraiter ses animaux. Alain Boissy, un mot sur les politiques publiques qu'il y a eu sur ce quinquennat en matière de bien-être animal. Je le disais, il y a donc eu cette loi qui s'est attaquée à la question des cirques, des delphinariums, des sévices faits aux animaux. Comment se situe la France avec ce type de loi? Elle ne s'est pas attaquée au sujet de l'élevage. Effectivement, cette loi traite, comme on l'a rappelé, des animaux de compagnie, des équidés aussi, des animaux de la faune sauvage captive, parce qu'il y avait vraiment urgence pour développer un certain nombre d'éléments qui prennent en compte la qualité de vie de ces animaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait jusqu'à présent sur les animaux utilisés, que l'on dit les animaux de rente utilisés pour les productions animales. Il y a eu quand même par le passé un certain nombre d'étapes. Il y a eu les directives européennes qui vont être, je le rappelle, révisées à partir de 2023 jusqu'à 2028, en intégrant de nouvelles directives qui vont être spécifiques à des espèces qui n'étaient pas encore prises en compte dans les directives, dont ensuite traduit en loi et en décret par les États membres. Donc il y a des choses. Bon, on a bien vu avec ce débat que effectivement cette controverse elle est très forte. On aurait pu aussi inviter des agro-industriels aussi. Je pense que on a parlé des sondages. La question des abattoirs, par exemple, était un vrai sujet. La question de transformation. On a parlé des sondages et effectivement c'est basé sur les déclarations d'intention. Et effectivement il y a aussi des distinctions, après des différences quand on fait l'étude du comportement, cette fois-ci du consommateur, et le choix va porter, comme on l'a rappelé, sur le prix. Donc il y a vraiment une nécessité aussi de responsabiliser. Non seulement les éleveurs sont responsables, toute la chaîne en elle-même est responsable, mais aussi de responsabiliser les consommateurs. Et pour les responsabiliser, effectivement, il faut informer, il faut sensibiliser, éduquer, et c'est ce qui apparaît déjà dans la loi de 2021, mais uniquement pour le bien-être des animaux de compagnie. Il serait vraiment intéressant d'avoir cette approche de la sensibilité animale sur l'ensemble des espèces animales qui sont utilisées par l'homme déjà, de façon à ce que dès le départ il y ait une prise en compte par tout un chacun de ce que l'on peut accepter, de ce que l'on peut moins accepter, et par son acte d'achat, eh bien on participe aussi et on ne reporte pas sur les autres.
Merci Alain Boissy d'être intervenu sur le plateau. Je vais vous laisser, vous allez être remplacé par un autre invité car on va maintenant parler d'un autre sujet non moins brûlant, celui de la chasse, un sujet très important pour les Français là encore, qui est revenu dans la campagne électorale après la tragique mort d'une randonneuse tuée par une jeune chasseuse dans le Cantal il y a quelques jours. Notez que avant cela, déjà, une pétition dépassant les 100 000 signatures a été déposée sur le site du Sénat. Et les sénateurs se sont donc penchés sur le sujet. Samia Dechir les a suivis. Regardez un extrait de son reportage. Donc ça commence là. Les sangliers sont de plus en plus nombreux et ravagent les terres des agriculteurs. Tout ça, c'est des dégâts? Ah ouais, non mais là, on voit bien que tout est arraché, quoi. Oui, oui. Ouais. Il décape sur 10 cm de hauteur, quoi, pratiquement. Et donc on sait que là, que l'herbe, c'est mort. On a un manque de fourrage, quoi. Il n'y avait pas qu'un sanglier pour faire tous ces dégâts-là. C'est des bandes de sangliers qui viennent toutes les nuits, régulièrement. Il y a plus de la moitié de la parcelle qui est touchée. Chaque année, les sangliers abîment 8 hectares des terres de ce couple. Une perte sèche de 5 000 €. C'est difficile, psychologiquement très difficile. Certaines périodes, moi des fois je préfère même pas venir voir. Là je viens avec vous, ça me fait mal au cœur. Quand on entend les chasseurs, ils disent que non, la population de sangliers n'a pas augmenté. Moi je sais pas, nous agriculteurs, on les voit en plein jour. Et j'accueille sur ce plateau Thierry Coste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. On vient de voir un extrait du reportage de Samia Dechir qui sera d'ailleurs diffusé dans son intégralité cet après-midi à 16h30 sur Public Sénat. On voit dans ce sujet qu'il y a aussi bien la question de la prolifération parfois des sangliers. Est-ce que la chasse, elle peut aussi s'articuler avec l'agriculture pour vous, Thierry Coste ? Ah, je crois que c'est même une nécessité. Si les écologistes et les défenseurs des animaux nous reprochent de trop tuer, les agriculteurs, les forestiers nous reprochent très régulièrement le contraire. Alors, pendant longtemps, peut-être on s'est arrangé entre nous parce qu'il n'y avait pas trop de dégâts, mais je comprends, moi, les agriculteurs qui produisent et qui sont là pour ça, et nous qui pratiquons un loisir, même si c'est aussi une gestion de la faune sauvage, on est responsable. On doit payer les dégâts, 80 millions d'euros par an, c'est pas rien. C'est d'ailleurs l'objet d'un des débats qui va sans doute se trancher avant la présidentielle, parce que depuis 1 an, nous travaillons ensemble, entre toutes les organisations agricoles et le monde de la chasse, pour trouver des solutions. Parce que c'est vrai qu'en termes d'élevage comme en termes de céréales, je comprends le ras-le-bol des agriculteurs qui disent « Écoutez, nous, on n'est pas là pour ça. Même si on est indemnisé, on n'est pas là pour juste nourrir du sanglier. » Voilà. Je précise bien que le Conseil constitutionnel a donc estimé que c'était aux chasseurs d'indemniser les agriculteurs pour les dégâts des sangliers dans leurs champs. C'est là la décision du Conseil constitutionnel. On souhaitait une remise à plat du texte. Parce que lorsqu'il a été voté, ce texte, il y a 40 ans, pardonnez-moi, on devait tuer 50 000 sangliers par an. Aujourd'hui, on est à 800 000. Donc, bien évidemment, l'indemnisation, on avait obtenu de payer les dégâts parce qu'on voulait que les agriculteurs arrêtent d'avoir le droit d'affût et donc puissent prélever énormément. Résultat, depuis, on a très bien géré la faune sauvage, on l'a sans doute trop bien gérée, mais on ne porte pas toute la responsabilité. Quand vous avez une parcelle de 200 hectares de maïs, c'est un peu compliqué de sortir des sangliers, c'est plus facile de les sortir dans une forêt. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un vrai dialogue. Autant on n'a pas de dialogue avec les associations de protection animale, mais autant on a un vrai dialogue avec les agriculteurs, alors que il y a plein de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Donc le principe de base, c'est d'avoir un diagnostic partagé dans les départements pour qu'on trouve des solutions. Je vous rappelle que la solution, on devrait la trouver peut-être pour partie avant l'élection présidentielle, parce que nous avons fait un chemin en commun entre agriculteurs
et chasseurs pour imaginer des scénarios durables. Alors Hélène Touy, puisque vous dites qu'il n'y a pas de dialogue avec les associations de protection des animaux, mais vous êtes sur ce plateau, alors je vous propose de dialoguer. Non, je parle de madame parce qu'elle est dans un parti politique. On dialogue avec beaucoup d'associations, il n'y a aucun problème, comme avec les associations de protection de la nature. Le dialogue, il est avec ceux qui nous respectent sur le terrain. Alors Hélène Touy. Je pense que madame... Quand j'entends ces discours, ça me fait juste sourire. Mais vous allez l'entendre. Elle est contre tout, contre l'agriculture, contre l'élevage et contre la chasse. Elle va vous répondre. Ça faisait longtemps, toujours des caricatures. Ah non. Vous n'avez pas mis longtemps de caricaturer. C'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. Maintenant, vous avez eu le temps de parler. Maintenant, c'est mon tour. On a débattu entre nous. Allez, et alors maintenant, c'est mon tour de parler. Allez-y. Donc, à chaque fois qu'on parle de la chasse, évidemment, le sujet de la chasse, d'abord, il est comme celui de l'agriculture confisqué aux citoyens, puisqu'on empêche les citoyens. Vous allez me laisser parler. Avec ça. Mais allez, c'est infernal. Vous parlez au nom de qui, vous? Mais, pardon? Vous parlez au nom de qui? Au nom de qui? Ah ben au nom des chasseurs de France. Et moi au nom des animalistes. Beaucoup plus que les chasseurs, 2% de chasseurs et 98% de personnes qui sont sensibles aux animaux. Arrêtez avec les sondages, ça me fait toujours peur. On va en tout cas, le parti animaliste a fait bien plus de voix que le parti chasse, pêche et tradition. Ah si, aux 1,2 million. Vous plaisantez. Allez-y, on va aller sur le débat de fond. Sur le débat de fond. Madame a un problème sur les chiffres. Oui, c'est ça. Le débat sur la chasse, à chaque fois, il est toujours centré sur la question de la régulation et des dégâts aux cultures. Ce qu'oublie évidemment de dire Monsieur Coste, c'est que la chasse, c'est aussi des élevages d'animaux, 20 millions d'animaux qui sont élevés pour être lâchés juste avant qu'ils ne soient chassés pour servir de véritables cibles vivantes. Et là, c'est pas de la régulation. Vous me laissez finir. Donc là, c'est pas de la régulation. Je vous laisserai pas les finir. Chasseurs eux-mêmes que je rencontre parce que je suis une rurale, j'habite à la campagne et dans ma clientèle, j'ai aussi des présidents d'associations de chasse locale qui sont ulcérés par ces élevages de chasse. Et vous trouvez qu'ils vous aiment bien avec les propos? Vous avez déclaré il n'y a même pas une semaine que vous étiez pour l'interdiction de la chasse. Totalement, pas seulement le week-end. Mais donc vous savez, Monsieur Coste, je discute avec des chasseurs. Mais moi, je discute pas avec vous. Mais tant pis, mais moi, c'est dommage. De toute façon, c'est pas vous que je parle. On va essayer de vous faire discuter quand même. C'est pas vous que je parle, c'est aux téléspectateurs. Ah, c'est nouveau ça. Oui. Alors, sur la question de la chasse, effectivement, à chaque fois qu'on aborde ce sujet, évidemment, de façon fort opportune, les tenants de la chasse essaient de le concentrer sur la question de la régulation des dégâts aux cultures. La passion. Ils ne parlent pas du tout du fait que l'on tue pour s'amuser des animaux qui sont incapables de se défendre, qui sont lâchés souvent quelques heures avant la partie de chasse. 20 millions d'animaux, ce qui est évidemment inacceptable. Ils ne parlent pas non plus de la chasse à courre. Évidemment, ils savent très bien que l'opinion publique est extrêmement défavorable à ces chasses. Mais pourquoi vous parlez toujours de l'opinion publique, madame? Sur la question de la régulation, nous avons effectivement notre appréciation, une autre considération que monsieur, qui est de toujours vouloir tuer ce qui dérange. Canton de Genève. Le canton de Genève. Monsieur est un grand démocrate, à ce que je vois. Ça se retrouve absolument partout. Sur le référendum pour les animaux, dans le cadre des élections, on nous empêche de nous donner la parole. On empêche Brigitte Gauthier de venir. Avec vous. Mais non, mais vous me coupez constamment la parole. C'est inacceptable. C'est parce que vous racontez tellement de conneries. Mais pour qui vous vous prenez? Mais parce que vous racontez encore plus de conneries que moi. Voilà pourquoi je vous ai parlé. On va essayer de ne pas passer aux invectives. C'est hallucinant. On va essayer de débattre. Alors, Emmanuel Rizzi. Non, mais je voudrais quand même terminer sur la question de la régulation, sur effectivement les dégâts aux cultures. On ne dit pas qu'il n'y a pas de dégâts aux cultures. Ce que l'on dit, c'est qu'au lieu de toujours avoir la solution de faciliter de tuer les animaux, sachant que la prolifération de sangliers, c'est la responsabilité des chasseurs qui ont fait des croisements il y a des années, qui se retrouvent avec un problème qu'ils n'arrivent pas à gérer. Il y a des solutions alternatives qui est d'identification des parcelles à risque et de identification des cultures. Là, du coup, là, c'est mon domaine, donc je vais reprendre un peu la main. Aidez-moi parce que je vais prendre juste un peu la main, si vous permettez. Moi, j'aurai la politesse de ne pas vous couper la parole, donc allez-y. Oui, mais ça fait 3 fois que j'essaie de rendre la parole. Bref. Non, mais tout le monde a pu s'exprimer, allez-y. Allez. Oui, donc moi je peux que témoigner du problème qui est causé par la faune sauvage au niveau agricole. Et donc là, que ce soit élevage ou grande culture, donc il y a un moment, il faudra quand même qu'on mange quelque chose. Vous voulez pas manger de viande, c'est votre problème. Il faudra quand même continuer à avoir du blé, avoir du maïs, avoir du soja. Et on a des dégâts. Donc ces dégâts, ils sont là, les animaux, ils sont là. Il faut absolument les gérer. C'est peut-être un mot qui vous plaît pas. Et il n'y a pas d'autre solution pour l'instant pour gérer les dégâts de sangliers notamment, puisqu'on va pas. C'est cela. Enfin, je parle des sangliers. Les blaireaux nous posent des gros soucis aussi, notamment en viticulture et en maïs. Mais en tout cas, il faudra bien trouver une solution. La chasse, à mon avis, c'est la moins mauvaise de toutes, parce que
elle répond à des règles. Il y a des normes très strictes. C'est des gens qui passent des permis. C'est organisé. Les fédérations de chasse. Et on paye. Ils font des comptages. Ils vérifient si les populations augmentent ou pas. Ils font ce qu'ils peuvent. On n'est effectivement pas toujours d'accord. Et là, je veux vraiment que du point de vue gestion des animaux. Je me préoccupe pas de la partie loisir, mais il faut quand même reconnaître aux chasseurs un certain professionnalisme et une efficacité dans la mesure où c'est possible. Pour les sangliers, c'est plus compliqué. Allez, on va rejoindre tout de suite notre journaliste Quentin Calmet qui est dans les allées du salon. Et vous êtes, vous Quentin, avec un éleveur de brebis. Voilà, en train de discuter avec effectivement Dominique Guette qui est éleveur dans les Hautes-Alpes. Dominique, on voulait évoquer avec vous le sujet du loup, car on le sait, chaque année au Salon de l'Agriculture, il y a des éleveurs qui viennent comme ça interpeller les politiques pour leur dire que cette question est toujours pas réglée dans nos départements. Que dire de votre situation, vous, dans les Hautes-Alpes? Vous avez été touché encore récemment par une attaque de loup. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est vrai que la prédation chez nous... c'est un très très gros problème. On est impacté régulièrement par des attaques de loups et donc aujourd'hui on essaye par tous les moyens de trouver des solutions dans un premier temps au niveau de la protection avec bien sûr des chiens de protection, des patous, des bergers d'Anatolie. Dans un deuxième temps, avec des clôtures, des corridors, avec un changement de nos pratiques d'élevage où, lorsqu'on se trouve en transhumance, en haute altitude, on ne peut plus pâturer la totalité de nos superficies parce que nous sommes dans l'obligation de ramener nos troupeaux pour les faire coucher aux abords des cabanes le soir pour la surveillance. Et aujourd'hui, on demande depuis des mois et des années à nos politiques de revoir le système de comptage de cette population qui aujourd'hui ne reflète pas du tout ce que l'on pense du nombre d'individus qu'il y a sur le territoire. Dominique, on sait c'est un sujet qui est très tendu, cette question du loup, parce que ça touche beaucoup aussi les militants de la conservation de la biodiversité et qu'eux, ils tiennent à la présence du loup, sauf que la cohabitation, elle est impossible. Qu'est-ce que vous répondez à ces militants qui veulent plus de biodiversité en France? Et moi, ce que je leur réponds, c'est très simple. On n'a qu'à créer des parcs pour mettre des loups à l'intérieur de ces parcs, créer des sanctuaires et que ça ne soit plus une espèce libre qui vienne impacter nos pratiques d'élevage. Et donc pour moi, c'est pas compatible. Les générations d'avant nous se sont battues pour l'éradiquer. Moi, je pense que malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Merci pour votre témoignage, Dominique. Et on voit ici effectivement vos boucs mérinos d'Arles qui sont des béliers qui sont ici exposés au 1. Merci. Merci beaucoup Quentin. Et on va également rejoindre Brigitte Gauthier qui est toujours en visio. Vous êtes, je le rappelle, à la tête de l'association L214 qui s'occupe principalement du bien-être animal, mais surtout en élevage. Quel est votre regard, vous, sur la chasse ? Sur la chasse, en fait, on voit des justifications qui n'en sont pas. On voit un hold-up sur la ruralité. Thierry Coste l'a dit très très naturellement dans La Croix. Sur défendre la chasse, il a fait assimiler ça à défendre la ruralité dans son ensemble. Il avoue même que c'est une assimilation fallacieuse, mais qu'il a réussi à l'installer. Donc et on voit que la gestion avec les animaux, c'est toujours une gestion létale, c'est-à-dire qu'on répond par la violence sur effectivement des cohabitations qui doivent se faire et la réponse automatique, c'est cette réponse violente vis-à-vis des animaux. En fait, on se comporte de façon extrêmement violente. On a parlé de bien-être animal beaucoup, sauf que ce qu'on appelle le bien-être animal, notamment en élevage intensif, on parle de structures qui sont par essence maltraitantes pour les animaux, les sélections génétiques, l'enfermement, les comportements naturels qui sont entravés. Et du coup, on a complètement biaisé le vocabulaire. Les soins au porcelet, c'est la castration, c'est la coupe des queues, c'est le relâche des dents. Oui, mais c'est à chaque fois le même principe, c'est-à-dire qu'on va trafiquer la réalité
de façon à pouvoir laisser libre accès sur une violence qui est faite à l'égard des animaux, qui est une violence absolument inouïe sur un très grand nombre d'animaux. Thierry Coste, je voudrais vous entendre aussi sur ce que disait Brigitte Gauthier autour de ce hold-up sur la ruralité, ces propos que vous avez tenus, qui sont dans la croix, où vous dites que vous avez réussi à vous assimiler à la j'explique aux gens, à vous assimiler à la ruralité, vous les chasseurs, alors que ça serait pas... J'ai dit juste à la ruralité dans son ensemble. Quand on est agriculteur ou quand on est chasseur, on ne représente pas toute la ruralité, puisque la ruralité, sur 10 personnes qui vivent dans le monde rural, il y en a 9 qui ne sont ni chasseurs ni agriculteurs. Mais vous êtes assimilé à la ruralité pour les politiques. Mais c'est ce que je voulais dire. Donc j'adore. Mais vous y êtes arrivé, en tout cas on y est arrivé parce qu'on est, comme les agriculteurs, on est, entre guillemets, aujourd'hui minoritaire dans le monde rural par rapport aux gens qui viennent habiter dans le monde rural, mais ça se passe très bien avec beaucoup de gens, sauf les extrémistes, et ça se passe très bien, sauf que la préoccupation de la production agricole ou la production la gestion de la chasse, ça n'intéresse plus grand monde. Et on le voit, le débat sur le loup, pardonnez-moi, mais moi, je défends la biodiversité dans les montagnes. La biodiversité dans les montagnes, c'est pas le loup. Le loup, s'il y a des loups et qu'il n'y a plus de bergers, les territoires se ferment. La réalité, c'est que ce sont les bergers avec leurs troupeaux qui garantissent la biodiversité dans nos montagnes. Et moi, je choisirai toujours les bergers plutôt que les loups. Allez, Hélène Thuy, rapidement, il nous reste 2 minutes, allez-y. C'est intéressant, on voit avec les propos de Thierry Coste que l'imposture est enfin en train de tomber. Depuis des années, il a fait l'assimilation fallacieuse ruraux égale chasseurs. Là, il reconnaît que 9 ruraux sur 10 ne sont pas chasseurs. Vous me laissez parler, vous êtes pénible. 9 ruraux sur 10 ne sont pas chasseurs. Donc c'est bien, on avance. Non, mais ni agriculteurs. Là, il nous explique qu'il y a des néo-ruraux, c'est faux. Beaucoup de ruraux sont depuis toujours opposés à la chasse. Donc on va avancer bientôt. Il va enfin reconnaître qu'il faut donner la parole aux citoyens sur la question de la chasse, et bientôt on se rendra compte que l'immense majorité des citoyens, y compris en zone rurale, veulent en finir avec la chasse. Et en ont assez que depuis des années ce débat soit confisqué, que monsieur et les oreilles bienveillantes de l'Élysée aient pu faire croire n'importe quoi au président de la République et obtenir des avancées. C'est pas gentil, mais non, c'est la réalité. Vous pensez défendre une cause commune, mais arrêtez, vous êtes des groupuscules, mais ça veut pas dire que votre sujet, ça ne veut pas dire que votre sujet n'est pas important. Moi, je défends la bientraitance animale. Je soutiens un certain nombre d'associations. Regardez, le gouvernement a fait beaucoup de choses dans la dernière loi. Vous l'avez tous reconnu et vous l'avez tous déjà oublié. Parce que dans votre logique, qu'il faut aller plus loin. Vous voulez toujours aller plus loin. Moi, ce que j'aime, vu ce que subissent les animaux, pour l'élevage comme pour la chasse, j'aime bien quand on est capable d'assurer des transitions. Vous êtes lanceur d'alerte et vous voulez nous faire disparaître. Excusez-moi, ne mélangez pas tout. Non, ne mélangez pas tout. Et il faut assumer. Alors, par contre, je voudrais bien avoir votre avis sur la question des animaux qui sont élevés pour la chasse. Est-ce que vous êtes favorable à ces 20 millions d'animaux qu'on élève pour les tirer vivants? Est-ce que vous êtes pour ou contre? On va peut-être donner la parole à notre ami, mais je vais vous répondre. Je n'ai jamais été favorable à l'élevage artificiel. D'accord. On a trouvé des compensations parce qu'effectivement, seul le sanglier s'est développé. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit, et on est un grand nombre dans le monde de la chasse, c'est-à-dire on doit retrouver une stratégie avec une faune naturelle. Résultat, il faut qu'on travaille encore plus avec les agriculteurs dans le cadre de la nouvelle PAC, dans le cadre de la plantation de haies, pour qu'on puisse avoir une faune sauvage diversifiée. Et quand cette faune sauvage est diversifiée, ça profite aux chasseurs qui vont pouvoir chasser, mais ça profite à toute la faune. On plante des milliers de kilomètres de haies par an. Je crois que vous n'en plantez pas. Non, mais ça, on peut le donner. C'est 7 kilomètres par chasseur. Ça peut tout à fait se... On ne vous mettra pas d'accord, mais le mot de la fin, Emmanuel Rizzi, il nous reste une minute. Sur la ruralité, tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas compter en nombre de personnes, parce que ce qui est important, comme tout à l'heure, on comptait un nombre de têtes, et moi je compte en kilos. Et bien là, sur la ruralité, c'est pas le nombre de personnes qui est important. C'est ceux qui ont en charge la gestion du territoire. Et les agriculteurs et les chasseurs et les forestiers. Vous sentez représenté par les chasseurs, c'est ça que vous dites. La ruralité, ça... Les agriculteurs, ils ont en charge la gestion de 95% du territoire rural. Donc même si on est peu nombreux, la ruralité, c'est bien les agriculteurs et les chasseurs quand ils sont là pour nous aider. Sur le loup, en 2 mots, je confirme moi les propos de l'éleveur qui est qu'il y ait
y ait une cohabitation qui est complètement impossible. C'est dommage que l'INRA ne soit pas là. C'était aussi une des conclusions de l'INRA. Il faut absolument que remettre la peur de l'homme chez le loup. On ne tue pas assez de loups en France. Les comptages ne sont pas les bons. Et il faudra sans doute tuer. On tue 120 loups. Il en faudra 300. Sur le loup. Merci. Avant de terminer cette émission plus largement autour du bien-être animal, on va rejoindre Quentin Calmet une dernière fois avec l'un des vétérinaires du salon. C'est à vous, Quentin. Je suis ici avec Laurent Perrin, bonjour. Vous êtes président du syndicat national des vétérinaires en exercice libéral et vous êtes vous-même un praticien, vous êtes vétérinaire. On est ici à côté de votre stand avec des petites biquettes, des chèvres. Montrez-nous un peu un geste quotidien dans votre métier. Le geste classique en fait d'un examen normal, pour un examen de santé d'un animal qui a l'auscultation cardiaque comme et pulmonaire. Exactement comme en médecine humaine. Oui. Et donc là, vous allez tout simplement prendre... on va écouter le cœur, voir si le cœur tape pas trop vite et dans de bonnes conditions. Ouais, allez-y, on vous regarde faire. Avec des biquettes qui sont grosses en ce moment, elles sont enceintes? Non, elles sont juste dodues. Et donc on peut voir effectivement cette installation dans le hall 4 où il y a comme ça une ferme pédagogique pour montrer ces métiers vétérinaires ici. Quel est l'état d'esprit de la profession au moment où on se parle ? Au moment où on se parle, la profession elle est en bonne santé économique. Le Covid a favorisé l'adoption de pas mal d'animaux de compagnie en particulier, avec effectivement une augmentation du travail, avec des gens qui sont beaucoup plus attentifs à leurs animaux de compagnie. Il y en a plus et surtout ils les médicalisent beaucoup plus, ils en prennent beaucoup plus soin. Le rapport homme-animal pendant le Covid s'est vraiment matérialisé. Les gens ont ressenti l'extrême importance d'avoir un animal chez eux. Et on a vu une proposition de loi adoptée l'an dernier par le Parlement qui vise aussi à promouvoir une adoption responsable des animaux. Vous saluez cette proposition de loi ? Oui, il est évident qu'il faut éviter les adoptions d'impulsion, adoption ou achat. Quand on prend un animal, il faut avoir conscience qu'on s'engage pour le long terme. Un chien, c'est une 10, douzaine, quinzaine d'années. Un chat, c'est jusqu'à 20 ans. Et il faut savoir qu'il y aura assumé effectivement toute la qualité de vie de cet animal, son soin, sa nourriture et sa fin de vie. Et il faut vraiment anticiper toutes ces choses-là. Et avoir un cadre de vie qui permet aussi d'avoir un animal adapté à son cadre de vie. On ne met pas un chien de 70 kilos dans un appartement au 5e étage. Par contre, on a possibilité de prendre un chat ou un autre animal. Alors, sur le salon, c'est le bal des politiques, le bal même des candidats en année présidentielle. C'est un salon un peu bousculé cette année par la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Vous, quel était le message que vous vouliez porter à tous ces candidats qui devaient normalement pouvoir comme ça déambuler dans les allées ? Le message qu'on a apporté, c'est que le vétérinaire, c'est pas seulement le vétérinaire qui soigne les animaux. Politiquement, on a des gens qui font partie de la ruralité, qui font partie de l'attractivité des territoires. Avoir un vétérinaire dans un canton, c'est favoriser l'élevage, mais c'est aussi favoriser les circuits courts, c'est favoriser une production proche du terrain et une production de qualité avec une hygiène alimentaire qui est contrôlée et surveillée quotidiennement par des gens qui sont en proximité du terrain. Oui, et vous le dites, cette proximité, elle peut manquer dans certains départements. Comme il y a des déserts médicaux, vous alertez contre les déserts vétérinaires ? Oui, on a des problèmes de recrutement et des problèmes de survie du tissu vétérinaire en milieu rural. On a des problèmes de recrutement sur la totalité de la profession, y compris en médecine canine. Mais en milieu rural et en province, on a un souci qui est la gestion des animaux de production et donc la garantie sanitaire et la qualité des troupeaux et de l'entretien de ces troupeaux. Le bien-être de ces troupeaux, c'est en premier pouvoir être soigné quand on est malade. Est-ce que vous avez chiffré ce déficit de vétérinaires ? On a un chiffre sur le territoire national ? On parle d'un déficit de 600 à 800 vétérinaires pour arriver à avoir, si vous voulez, les capacités de recrutement qui sont nécessaires. Actuellement, la plupart des cabinets vétérinaires sont en recherche d'augmentation du personnel. Et on a des problèmes pour trouver ces gens-là. Et qui sont souvent liés aussi à la fois au nombre de vétérinaires, mais à l'attractivité du territoire où on voudra amener des candidats pour s'installer. Merci Laurent Perrin. Et je le redis, la ferme pédagogique et votre stand se trouvent donc dans le hall 4. On peut venir comme ça voir ces petites biquettes ici. Merci Quentin pour ces vétérinaires qui font eux aussi partie de la ruralité. Merci Hélène Touy, merci Emmanuel Rizzi, merci Thierry Coste, merci Brigitte Gauthier d'avoir participé à ce débat, d'avoir réussi à on a essayé de vous faire dialoguer sur des sujets hautement inflammables, le bien-être animal, la chasse. J'espère qu'on y est arrivé. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.